Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme qui ne marche pas, elle danse. Son mouvement est créateur, elle danse comme on respire, comme on lutte, comme on aime. Une femme qui a fait du mouvement un manifeste. Il y a des vies qui s'écrivent en dehors des sentiers battus, des vies de mouvement, d'exigence, de passion. Saviez-vous que le mouvement guérit ? Qu'est-ce que le mouvement peut préserver ? Sa proposition à elle, des vies dans lesquelles le corps devient un langage et la scène un territoire sacré. Aujourd'hui, je reçois une femme pour qui la danse n'est pas un choix, mais une nécessité. C'est dans les tripes, dit-elle. Une femme qui a fait rayonner son art sur l'une des scènes les plus mythiques de Paris, le Crazy Horse, l'une des scènes qu'elle a fréquentées pendant des années. Vous savez ce que signifie le Crazy Horse ? Rigueur, perfection, esthétisme et talent. L'artiste que je reçois est danseuse, pédagogue, chorégraphe. Après des années passées sous les lumières rouges du cabaret, le plus mystérieux de la capitale, elle transforme aujourd'hui son amour du mouvement à ses élèves dans un tout nouveau projet qui lui ressemble. Intense, féminin, un féminin assumé, comme unique ADN, la transmission. Un projet qui s'incarne aujourd'hui dans un spectacle qui s'appelle Déesse Divine Créature, présenté au Théâtre Le Zèbre de Belleville les 13, 14, 20 et 21 juin. Avec elle, on parlera du corps, de rigueur, d'énergie intérieure, du feu sacré qu'on a en nous, celui que l'artiste cultive chaque jour. C'est avec Patricia Vigorosa que je suis aujourd'hui. Bonjour Patricia. Bonjour Soledad, merci beaucoup pour l'accueil. Vigorosa, vigoureuse. Quel nom, Vigorosa. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Je suis en train toujours d'accomplir mes rêves, de me battre pour et de continuer petit à petit à les structurer pour y arriver. Tu es espagnole, ça s'entend, à cet magnifique accent. Raconte-nous, où est-ce que tu as grandi, en Espagne ? Tout à fait. Je suis du nord de l'Espagne, d'une ville qui s'appelle San Sebastián. San Sebastián, très connu. Qui n'est pas très loin de la France d'ailleurs. Le Pays Basque. Exactement, où on mange très bien, on a la mer, on a la montagne. Et on a les TGV direct pour Paris. Et tu as grandi dans un univers plutôt d'études, de stabilité, pas vraiment d'artistes autour de toi. Raconte-nous comment était ton enfance. Oui, j'étais entourée des cousins très intelligents qui ont fait des études d'économie, des avocats, des médecins dans la famille, mes oncles. De grandes, longues études. Oui. Donc, ma mère, mes parents, ma grand-mère voulaient aussi de même pour moi. On envisageait quoi pour toi ? Plutôt dans l'enseignement, plutôt. Donc, même, pas très loin, mais dans un enseignement carré, structuré, traditionnel à l'école. Et toi, tu rêvais de quoi ? D'être danseuse, j'ai rêvé des paillettes, j'ai rêvé des lumières, j'ai rêvé des costumes. Et qui était ton inspiration ? Comment une petite fille rêve de ça alors qu'elle vient d'un univers ultra intellectuel et ambitieux, intellectuellement parlant ? Où est-ce que tu avais vu tes premiers artistes, toi ? Je pense que la première personne à m'inspirer, c'était ma prof de danse, qui nous faisait des spectacles tous les ans avec des costumes magnifiques. C'était de la danse classique, mais on touchait à tout type de ballet, de Coppelia au Lac des Cygnes, avec tous ces costumes, avec les paillettes, la pierre, las lentejuelas. Lentejuelas. Tout qui brille. Finalement, tu m'as dit, la danse n'était pas un rêve, c'était vital, c'était dans mes tripes. Donc en fait, toute petite, c'est quoi ? C'est ta maman qui t'a inscrit à des cours comme on inscrit nos enfants, en cours de danse classique, oui. Comme je fais, comme on fait tous ? Oui, exactement. Et petit à petit, la prof de danse classique, elle était venue voir un jour, parce que j'étais d'abord inscrite en cours de moderne. Uh-huh. Et la prof de danse classique, elle a dit, elle a des conditions, elle pourrait faire la danse classique parce qu'entre 8 ans et 12 ans, c'est là où le corps se développe et qu'on peut, tout ce qu'on apprend en danse classique entre 8 et 12, ça reste à vie.
la musculature, au niveau des neurosciences, il y a une mémoire aussi, ça reste pendant des années. Donc, quelqu'un qui a fait la danse classique entre 8 et 12, qui reprend la danse à 20 ans, même à 30 ans, même à 40 ans, il y a une mémoire dans les cellules. Donc là, tu entames la danse classique. C'est plutôt une danse extrêmement rigoureuse, exigeante, voire douloureuse parfois. Toi, ça te plaisait? Oui. Il y avait de la douleur, mais ça faisait partie du jeu. Et en fait, quand on aime, quand on écoute la musique et on ressent la puissance et le plaisir d'aller jusqu'au bout du mouvement, de sentir tous ces muscles, c'est incroyable. Et là, ça t'amène petit à petit, au fur et à mesure des années, à ton premier casting. À 16 ans, c'est jeune, tu es mineur. Oui. Ça se passe à Biarritz, raconte-nous. Oui, ça se passe à Saint-Sébastien. On a la chance d'avoir le Ballet Biarritz qui voulait faire un échange transfrontiérique entre les Pays Basques espagnols et les Pays Basques français. Et ils ont proposé 3 semaines, comme pour la compagnie professionnelle, mais pour des amateurs ou pour des pré-professionnels. Parce que là, tu es encore amateur. Ah oui, oui. Là, tu es encore une jeune étudiante, oui. mineure, oui. qui continue la danse gentiment, mais qui se dit, tiens, je vais tenter, c'est ça? Je faisais la danse classique tous les jours. Je venais en cours d'avant aux petites, je faisais les moyens, je faisais les grands. Tout ce que ma prof me laissait faire, je faisais. Et à ces castings-là, on était pris, ces 3 danseuses de mon école de danse pour faire cette première expérience. Et c'est là où j'ai eu le premier goût d'une vie professionnelle, en décortiquant pas par pas, en faisant un cours de danse classique de 2 heures par jour et 4 heures de répétition chorégraphie pendant le reste de la journée. Elle nous filmait avec la vidéo, on regardait à la télé, on s'est corrigé, elle nous faisait voir l'œil, ajuster l'œil pour vraiment comprendre et prendre conscience de ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire. Et là, c'est quoi? C'est le déclic, tu dis, ok, oui. Je vais en faire ma vie professionnelle, je vais vivre du métier. Tu sais, quand tu es jeune, tu ne te poses pas trop de questions, mais pour moi, c'est une évidence. Je ne pensais pas à autre chose, donc je ne pensais pas qu'est-ce que je ferais plus tard. Pour moi, c'était ça. Et tes parents, ils étaient OK avec ça? Non. Donc, ils ont voulu que je fasse des études, donc j'ai suivi. J'ai fait des études, ce qui correspond en France à un bac+2, je crois, d'éducatrice spécialisée. Une fois que j'ai mon diplôme... toujours dans l'éducation. Oui, tu vois, comme c'est intéressant. La pédagogie, la transmission. Oui, quelque chose qui me plaisait, parce que finalement, être artiste, on transmet sur scène, mais être professeur ou pédagogue, on transmet aussi aux élèves. Et puis, il y a ce moment, la révélation au parc pour Aventura, devant un numéro de French Cancan. Parce que ce qui est chouette quand on est danseuse classique, c'est qu'on peut tout faire. Ça, c'est magnifique. Quand on a les bases, ça ouvre énormément les portes. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette révélation? C'était, j'ai vu ce spectacle de Cancan Show à Portaventura et aussi par hasard, Espagne, c'est grand, c'est comme la France. Normalement, les castings sont à Madrid et à Barcelone. J'ai vu dans ma ville, Saint-Sébastien, un casting pour le spectacle Portaventura. Donc, je suis allée direct et j'étais prise. Et pendant 2 étés, ils m'appelaient. Je disais non, je dois faire les études encore, je ne peux pas. La 3e année, c'est moi qui les appelais. Je dis, je suis prêt, je peux y aller. Et les contrats commençaient en mai, mais mes examens finaux, c'était en juin. Donc, j'ai demandé les jours off avant de signer le contrat. Ils m'ont accepté les jours off pour aller faire des allers-retours à Saint-Sébastien depuis Barcelone pour finir mes examens. Et c'est passé, ça s'est bien passé. Et tu as fini tes examens, tu as été diplômée? Oui, je l'ai donné à ma mère. Et là, maintenant, j'ai dit, maman, quiero ser artista. Je voudrais être artiste. Si ça ne marche pas, t'inquiète pas, rassure-toi, je rentre à Saint-Sébastien, je vais travailler de ce que j'ai étudié. Mais on verra. Et... Elle te vient d'où cette détermination? Peut-être d'où ça te vient? Je crois que ma grand-mère avait un sacré caractère fort. Elle était une maman de 7 enfants, mais elle avait un sacré caractère. Donc je crois elle insistait beaucoup que j'apprends les langues, que j'apprends les mathématiques. Même si je n'étais pas très douée en mathématiques, elle me disait toujours oui, il faut étudier. Et donc... tu ne penses pas aussi qu'on peut se créer ce caractère fort, justement quand on fait du sport avec une exigence, qu'on a ces neurones là qui s'oxygènent, c'est ce que je dis tout le temps, mon corps, ma santé, ça rend fort
ce mouvement dont on parlera, ce mouvement que tu proposes dans ton école. Et puis arrive le Crazy Horse. Tu sais qu'ici, le Crazy Horse, ça fait rêver tout le monde. Une institution, un monde à part, un lieu de grande beauté, d'esthétisme. Comment une belle jeune Espagnole atterrit au cœur du Crazy Horse? Oui, c'est vrai que c'est très curieux. Donc, après mon passage au Cancan Show, je suis venue à Paris d'abord pour travailler à Disneyland Paris, pour faire la princesse sur le tapis volant et pour faire les personnages aussi. Ça, il faut que je vous l'avoue. J'ai fait Pluto aussi, j'ai fait Bourriquet, les personnages de ma taille. Et c'est là-bas où j'ai appris même à me maquiller, à Disneyland Paris. Merci de le dire. Déjà, parce qu'on voit beaucoup passer de casting sur casting.fr. Disneyland est une fontaine de travail et de cachet pour les artistes. Oui. Et justement, être un artiste, une belle et célèbre artiste comme toi qui aujourd'hui est sur scène, crée son école, c'est aussi passer par des moments où on devient le personnage plus tôt. Et c'est OK. Mais bien sûr, il faut qu'un artiste, on peut interpréter tous les rôles. Quel souvenir tu gardes justement de ça? On avait très mal au dos, par contre, c'était très lourd les costumes. Et t'as chaud en été. Et t'as chaud, mais on est entouré, c'est tellement international, c'est comme un Erasmus, tu parles toutes les langues, tu apprends les langues, tu apprends à te maquiller, à te coiffer, à te mettre en valeur, et ça c'est primordial pour la vie d'une danseuse, d'une artiste après. Et puis c'est à l'américaine, Disneyland, il y a une exigence exceptionnelle, il ne faut pas croire. C'est une bonne école, je dirais. Disneyland Crazy Horse, raconte. Exactement. Là-bas, les gens me disaient, non, mais tu es une danseuse classique, tu pourrais faire du cabaret. Et moi, je disais, mais topless? Moi, espagnol, danse classique topless? Tu rigoles, j'ai fait 15 ans de Crazy Horse à Paris. 15 ans de Crazy Horse, 15 ans, vous l'entendez? Raconte. Et du coup, t'as vu un casting? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée voir Oui, il y avait un casting à l'époque, mais je t'ai parlé d'il y a 18 ans. À l'époque, il y avait un magasin et on trouvait les castings comme ça. Et un magazine? Un magazine. Le magazine Casting. C'était celui-là alors. Ah, mais tu vois, c'était grâce à toi. Et on postulait, mais par email, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc, je suis allée voir les spectacles d'abord pour m'imprégner, voir qu'est-ce que c'était. Et je me suis dit, waouh, je suis tombée complètement amoureuse. Je voyais que les filles étaient comédiennes, qu'elles étaient danseuses. C'était beau, c'était magnifique. Le corps de la femme, c'était mis tellement en valeur, c'était magnifique. Je me suis dit, bon, je vais tenter, je vais y aller, mais je ne pense pas avoir le profil parce qu'il y avait tellement de belles fesses, de belles jambes et on n'est pas conscient. Donc, 2 jours après, j'ai passé le casting, je suis arrivée honnêtement, comme une lion, une attitude de lion. Une attitude de lion. Une attitude de lion. Comment tu t'es préparée à ce casting? Parce qu'effectivement, danse classique avec cette notion de pureté, ces tutus, cette élégance, ce rose, on pense à... Et Crazy Horse, où la femme, elle est seins nus, elle est dans son divin féminin, dans son audace au féminin, quelque chose d'extrêmement assumé. Oui. Comment tu t'es préparée à ça? Je crois que j'essayais juste de me connecter en étant très moi-même, mais je me visualisais en fait avec ces femmes-là. J'ai rêvé de lumière, j'ai rêvé de porter les perruques. En fait, je faisais tout ce que tu es en train de dire inconsciemment, sans savoir qu'est-ce que c'était. Et comme je n'avais pas la pression, je n'avais pas eu conscience de comme c'était si important et si connu les Crazy Horse, je suis allée, mais au culot. Je suis allée en disant, voilà, allez. Avec une sorte de lâcher-prise. Exactement, complètement. Donc, du coup... C'était pas vraiment un rêve pour toi, finalement, parce que tu connaissais pas vraiment. Exactement. Non, c'était pas un rêve de base, mais quand je vis le spectacle, je me suis dit, waouh, incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que tu sois allé voir le spectacle, enquêter, rechercher, comprendre, c'est mon slogan, je dis tout le temps, connaissez le truc, tu as eu la curiosité d'aller observer. La curiosité, c'est très important. Et l'amour aussi. L'amour de la scène, l'amour de ce type de spectacle que tu veux faire, ça c'est très important. Parce qu'on dit que la vibration des cœurs, c'est la vibration la plus forte. Ça, je suis OK avec toi, si tu savais comment. L'énergie la plus suprême. Alors, ce premier casting, tu arrives comme une lionne. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il fallait avoir les passeports. Tout de suite. Ce n'était pas mon cas. Donc, du coup, ils m'ont dit, revenez dans 6 mois, on va refaire un deuxième casting.
Donc, j'étais prise, mais je ne pouvais pas travailler. Et c'était dans une salle de danse, c'était même pas au Créciors les premières. Donc, 6 mois après, j'ai repostulé. Entre-temps, j'ai fait des cabarets. J'ai fait ma première expérience topless pour un cabaret traditionnel en région parisienne. Et je suis retournée faire les castings des Créciors. Et là, c'était magique. L'odeur quand on rentre dans cette salle, dans cette scène, c'est juste magique. Et là, on me gardait, je crois qu'il y avait 40 filles et on ne gardait que 6 filles à la fin. En plus, on nous met en 2 lignes, on nous fait avancer ou reculer, on ne sait pas si on est prise ou on n'est pas prise jusqu'à la fin. Donc, tu es topless, bien cambré, tu sens la goutte de transpiration qui dégouline comme ça, et tu dis, wow, qu'est-ce que ça va être? À l'époque, est-ce que c'est vrai qu'il fallait vraiment que les filles, elles fassent la même taille, la même longueur de jambes? Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? On a besoin d'avoir des proportions similaires. On n'arrive pas au point de mesurer entre les 2 tétons, mais on doit mesurer entre 1,68 m et 1,73 m pour qu'on ait une harmonie en fait. Ok. Et quel genre d'hygiène de vie tu as eu pendant 15 ans? Parce que 15 ans, c'est extrêmement exigeant. C'était quoi ton hygiène de vie pendant ces 15 années? Dormir beaucoup. Parce que même si on travaille la nuit, on fait beaucoup d'efforts. Et le corps, il faut qu'il récupère, qu'il se régénère. Tous les cellules, il faut que se reposent, se régénérer, prendre des bains souvent, faire du sport. Moi, c'était soit la danse classique, soit du cardio. Les pilates m'ont beaucoup aidé, notamment quand je me suis blessée et qu'un docteur m'avait dit que je ne pourrais plus danser à 28 ans. Comment tu t'es blessée? En faisant un grand battement sur scène. On avait un numéro... Déchirure musculaire? C'était une boursite, mais au niveau du psoas. Donc, psoas, c'est le muscle qui relie les bas du corps avec les hauts du corps. Donc, il est très important, ce muscle. Et quand on cambre, il se raccourcit. Donc, au Créciors, qu'on est très, très cambré, il se raccourcit. Il faut beaucoup l'étirer. Et je me suis, dans un claquage, je me suis fait une boursite, qui est comme une inflammation de la tête de fémur autour des psoas. Et j'étais aux États-Unis parce qu'il y avait les Créciors à Las Vegas, où j'ai vécu pendant 3 ans. Et c'était génial. Et c'est là-bas où je me suis blessée. Et c'est grâce à ces blessures que j'ai connu et j'ai pu bénéficier j'ai pu vraiment sentir sur moi les bénéfices de cette technique de pilates. Ça m'a vraiment reconstruit. Et aujourd'hui, je suis devenue aussi prof de pilates. J'ai passé mon certificat pour l'avoir parce que je suis tellement convaincue de cette méthode. Alors, Crazy Horse, 15 années, avec un show, raconte-nous, c'est tous les combien qu'on danse sur scène et combien de temps? Tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs, entre 2 et 3 spectacles par soir. Donc, samedi, 3 shows. Pendant la période de Noël qui peut commencer en novembre jusqu'au... Je ne sais pas si vous entendez l'exigence de l'artiste. Je pense que les personnes ont parfois peu conscience de ce que ça signifie pour le corps. Oui, c'est vraiment... Et pour la tête, il faut... En plus, le plus dur, ce n'est pas de rentrer au Créciors mentalement, c'est d'y rester, parce qu'il y a beaucoup de pression, on doit être tout le temps au top, donc mentalement, il faut être costaud aussi. Et tu parlais de l'hygiène de vie, oui, il faut qu'on mange bien. Bon, de temps en temps, c'est une coupe de champagne ou des chips, des bonbons. Le samedi, on avait toujours des bonbons que les filles ramenaient pour passer les 3 shows, qui est difficile. Mais à côté de ça, il faut manger très bien. On a besoin de féculents pour avoir la force à long terme. Et pour danser et avoir le ventre plat, moi, j'ai mangé des légumes et des protéines pendant le spectacle et avant ou après les féculents pour avoir l'énergie. Donc, en fait, tous les jours un show. Même 2 shows. Même 2 shows, tous les soirs, voire 3 shows le samedi. Voilà, c'est ça. En France, et tu es partie à Las Vegas. Ce qu'on entend également dans la vie d'une artiste, c'est aussi quitter sa famille en Espagne, atterrir dans un pays qu'on ne connaît pas, puis partir à Las Vegas. C'est une vie solitaire, même si on imagine qu'après tu rentres dans une famille, celle du Crazy Horse. Exactement. C'était comment ces 3 années à Las Vegas? C'était génial. C'était génial. Il y avait les conditions, c'était top. On avait un appartement chacune. Avec tout ce qui est aux États-Unis, tout est huge, tout est énorme là-bas. Donc, même les micro-ondes, 2 fois plus grand qu'en France. On avait
la piscine, on avait tout le complexe avec la gym, on avait tout là-bas, sur place. Et ta vie de femme dans tout ça? Oui. Est-ce qu'on a de la place quand on est une artiste? Parce que le rythme, c'est un rythme d'athlète. L'hygiène est digne d'une athlète. Est-ce qu'on a de la place pour sa vie de femme, pour voir sa famille, pour voir ses amis, pour tomber amoureuse, pour faire un enfant? Il y a toujours la place pour l'amour. Ah. Tu quittes Las Vegas et tu reviens à Paris. Oui. Raconte. Et je reviens à Paris pour les Crazy Horse de Paris. On est d'accord que lorsque tu es 15 ans au Crazy Horse, tu ne fais que le Crazy Horse. Oui, on peut faire des choses à côté. De temps en temps, on peut travailler aussi ailleurs pour se nourrir, c'est important, ou prendre des cours, ou préparer sa reconversion. Moi, les 5 dernières années, j'ai préparé ma reconversion, j'ai passé mes diplômes. Parce qu'on peut être au Crazy Horse jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à ton corps et ta tête te le permet, on va dire. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est très fatigant. Après, si on rentre à un âge où on veut avoir une vie famille, des enfants, comme c'était mon cas, après, avec un enfant, c'est difficile, c'est fatigant. Surtout si on n'a pas la famille ici pour nous aider avec la petite. Moi, j'ai eu ma fille et je suis retournée au Crécy pendant 3 mois. C'était faisable, mais c'est extrêmement fatigant, puisque ça demande beaucoup d'énergie, les Crazy Horse, et les bébés aussi. Tu parles d'énergie et tu parles souvent de transmission d'énergie en danse. Tu parles d'amour, tu parles de vibration. Quand tu décides justement de quitter le Crazy Horse, c'est parce que tu es maman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars pour te reposer ou tu te dis « Ok, j'ai un nouveau projet en tête ». Oui, j'avais déjà les projets en tête, même mes dernières années du Crazy Horse, j'avais tout ce que j'ai vécu au Crazy Horse, toute cette puissance qu'on reçoit, être entouré de ces femmes si belles et si puissantes, des caractères et toutes ces techniques qu'elle nous a appris à devenir d'un côté femme, et la qualité des mouvements, apprendre la qualité des mouvements sensuels, j'avais envie de les transmettre à tout type de femmes, pas qu'aux danseuses. Est-ce qu'il y avait quel genre d'atmosphère il y avait entre vous? Vous étiez combien de femmes au Crazy Horse? On est en fixe, on est une vingtaine. Par soir, on est 12. Et quel genre d'atmosphère il y a? Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de sororité, de féminisme. Quelles sont les valeurs entre femmes? On est comme des petites sœurs, en fait. Des petites et des grandes sœurs. En fait, quand on arrive, on est la petite sœur. Et après, surtout si on devient capitaine, qui était mon cas, c'est pour les accueillir, les filles, pour leur montrer s'ils ont besoin de revoir une chorégraphie, ou les apprendre à se maquiller, à placer les costumes, à passer d'un numéro à l'autre. Tout ça, on les apprend aussi en tant que capitaine. Donc, du coup, on est comme des mamans, en fait. On est comme des sœurs, oui. On est comme des sœurs. Après, évidemment, il peut y avoir aussi des affinités. Ça, c'est humain. Mais on est assez solidaires, oui. Et quand tu deviens mère, tu décides justement de donner place à la transmission avec une intention bien précise, transmettre cette énergie puissante et sacrée à toutes les femmes. Pas juste les femmes qui sont au Crazy Horse, mais ça peut être moi, une femme secrétaire, l'héritage, la transmission. Tu décides de créer une solide formation. Raconte-moi comment est née Danse Cabaret Academy, là où tout le monde peut aller, où vous qui nous entendez pouvez aller, où je vais depuis peu. Tu vas venir. C'est quoi le moteur et qu'est-ce qui s'y passe? Une volonté vraiment de transmettre à toutes ces femmes-là ce que moi j'ai ressenti dans cette scène du Crazy Horse. Peu importe si tu n'as jamais dansé de ta vie, si tu n'as jamais porté de talons, juste de se mettre en talons et mettre les dos droits, la poitrine vers le ciel, les épaules en arrière, les omoplates qui se font des bisous pour avoir la position. On gagne en confiance en soi. Et il y a cette position connue, très connue mondialement, que c'est la position de Wonder Woman. Et c'est les neurosciences qui disent que quand on se met avec les dos droits et position de Wonder Woman, il se passe quelque chose dans le cerveau qu'on gagne confiance en soi. Et on gagne confiance en soi et on se met les dos plus droits. Et c'est magnifique. Juste, je vois au début des cours, pendant 1h30, les visages des femmes. Et je les vois même une demi-heure ou 3/4 d'heure après. Elles commencent comme ça.
Et elle commence à, voilà, ok, je suis une lionne, moi aussi j'ai le droit d'exister, moi aussi, pas besoin de me justifier. Moi, je dis souvent en cours, les lions dans la savane ne viennent pas avec un panneau en disant je suis une lionne. Tu la vois venir, la lionne. Elle vient avec une attitude. Tu n'as pas besoin de te justifier et on n'a rien à prouver à personne. Souvent, je dis, un bon cours de danse, une rencontre avec une professeure comme toi, parfois ça vaut mieux qu'un psychologue. Justement, comment tu réussis à transformer toutes ces femmes, tes élèves, jusqu'à même créer un spectacle avec tes élèves. Un spectacle qui s'appelle Déesse divine créature. Un spectacle qui va se jouer aux Zèbres de Belleville. C'est un projet absolument divin et merveilleux. Raconte-nous. Oui, j'avais le rêve ou l'ambition de mettre les femmes, tout type de femmes sur scène, mais avec des conditions professionnelles, c'est-à-dire avec un vrai théâtre, avec des vraies lumières, un théâtre où il y a les tables rondes comme dans un vrai cabaret, avec des vrais costumes faits sur mesure, par une costumière de cabaret, avec des chorégraphies qui subliment les femmes, et avec des chaussures de qualité, des talons, notamment de la marque Merlet. Je suis complètement accro parce qu'elles sont faites en France, sont jolies. Il y a l'esthétique, mais il y a aussi le confort. Et ça, c'est très important parce qu'on oublie, mais c'est la base. Les pieds, c'est la base de tous les corps. Et la marche, c'est la base aussi pour ce qu'on va faire après. Et donc, du coup, j'avais cette ambition de les mettre sur scène. Et cette année, ça va être la troisième année, notre troisième 3 ans. Spectacle. Et toutes ces femmes qui sont sur scène sont des élèves de cette académie qui est donc ouverte à tout le monde. Vous allez pouvoir aller sur le site internet. Tu es donc professeur et tu as d'autres professeurs. Et pour t'avoir observé, professeur mais mentor, coach, on sent que tu as vraiment envie de réparer, de transformer. Il y a quelque chose, on sent que tu as, au-delà de la féminité, il y a quelque chose de plus fort. Déjà, rien que commencer par le sport, parce que quand on fait le sport, on est dans le moment présent et on est connecté à son corps. Ça commence par ça. On commence par un cours technique pour aussi protéger les dos, parce qu'après on va beaucoup cambrer. On fait des abdos obligatoires, on fait des renforcements musculaires et on fait un petit peu de souplesse. Et ensuite on met les talons et oui, on fait les marches, donc on explique la technique, mais avec beaucoup d'attitude. Parce que peu importe comme tu es, peu importe le gabarit que tu es, peu importe l'âge que tu as, le plus important c'est l'attitude, ce que tu ressens à l'intérieur. Ça pour moi c'est vraiment, et c'est l'essentiel. Et ça je ne vais pas l'oublier, l'essentiel. Tu parles beaucoup d'essentiel, tu parles beaucoup d'énergie, tu parles beaucoup d'amour et de féminité dans un monde où en 2025, il semble si difficile de trouver du sens. Oui. Quelle est la rencontre dans ta carrière artistique qui t'a le plus marqué? Il y en a eu tellement. Un moment où, voilà, comme un avant-après. Il y a eu tellement des artistes incroyables, mais des chorégraphes qui ont passé, comme Philippe Decoufflet, Stéphane Giarny, même à Las Vegas, on a eu la chance de danser à côté de Marc Anthony, mais de les rencontrer vraiment et de les connaître, tu sais, je dirais quand même la directrice artistique de Crazy Horse, qui à la base n'est pas danseuse, mais qui voulait vraiment transmettre et oser faire des choses différemment. Et juste le fait d'oser, c'est très inspirant. Oser. Oser, toujours oser. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu t'es dit « Ok, j'en peux plus, ça ne va pas marcher. Est-ce que je vais y arriver ?» Oui, être artiste, c'est tout le temps mise en question. Quand j'étais danseuse professionnelle et même là avec l'école, des fois je me dis mais pourquoi je fais ça? Comme tu dis, on est dans un monde où la sororité, des fois ça paraît vraiment compliqué et des fois je me dis pourquoi et après je dors une bonne nuit et après je me dis non, allez on y va, on attaque. Comme avec les talons, on attaque toujours. Jusqu'où va t'emmener cette école? Est-ce que tu as encore un rêve? Est-ce que tu as encore des ambitions?
Oui, du coup, continuer comme ça avec les amateurs, mais aussi, comme je reçois beaucoup de filles qui veulent devenir professionnelles dans les cabarets et qu'à Paris, il n'y a pas d'école professionnelle de cabaret, on est en train de travailler sur ça pour la rentrée, j'aimerais vraiment de pouvoir donner une offre pour les danseurs qui veulent devenir professionnels dans le monde des cabarets, pour tout type de cabaret, pas que les Créciers, il y a le style Moulin Rouge, il y a Paris Latin, il y a Paris Burlesque Show, et tous les cabarets en France qui est traditionnel. Il y a beaucoup d'offres en fait. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, ta famille, à propos de ta carrière? Oui, ils sont impressionnés, je crois, oui. Qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille qui a découvert la danse classique, toute petite, et qui rêvait, alors que d'autres rêvaient d'une carrière de médecin, d'avocat? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille? Je lui dirais de continuer et de jamais s'arrêter de rêver et de suivre son cœur. Jamais s'arrêter. Est-ce que le milieu du cabaret, de la danse classique, est ouvert à tout le monde? Parce que souvent, on se dit, mais je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez sportive, je ne suis pas assez. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui nous écoutent? Déjà, je dirais que ces petites voix de « je ne suis pas assez », comme je l'appelle les parasites, on la prend et on la met dehors. C'est ce que je dis souvent dans les cours. On les met dehors parce qu'on les met au chômage. Même si on a des traits de caractère, parce que pour moi, on n'a pas de défauts, on a juste des traits de caractère, il faut essayer, il faut oser. Dans le monde des cabarets, oui, certes, les Créciers, il y a des critères très spécifiques physiques pour rentrer, mais il y a toute la vague burlesque qui est vraiment ouverte à tout type de gabarit, tout type d'âge. Donc, il y a aujourd'hui, en 2025, il y a la place pour tout le monde, pour que tout le monde brille. Tout type de gabarit, tout type d'âge, comme si, avec toi, rien n'est impossible. Exactement. Danse, cabaret, académie, merci pour ce merveilleux moment et nous irons te voir évidemment sur scène dans ton magnifique spectacle. À très bientôt. Merci, gracias. Soledad. Sentimos la energía española. Gracias. Gracias, Soledad.